avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec vous, avec aujourd'hui Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Bonjour Valérie. Mathieu Chaigne, directeur associé BVA Pôle Conseil. Vous êtes cofondateur du site Délit d'Opinion et vous avez publié La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées aux éditions du Rocher. Bonjour. Éric Duly, président fondateur de Clay. Vous êtes communicant, c'est un cabinet de conseil en communication. Et Christine Bouillot est avec nous depuis Toulouse. Bonjour, journaliste à Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin. Donc toujours le Covid, vers des reconfinements locaux, c'est ce qu'a évoqué le président de la République hier. Le plan blanc a été déclenché sur Paris. Lille risque de passer en alerte, est en train de passer en alerte maximale. On va revenir sur cette tentative d'assassinat abominable contre 2 policiers à Herblay, avec des violences de plus en plus fortes contre les forces de l'ordre. Et puis l'IVG, le débat à l'Assemblée nationale cet après-midi sur le recours à l'IVG. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Nicolas, j'avais le même coup de cœur que vous. Coup de cœur et coup de gueule. Oui, c'est vrai. On va nécessairement commencer par un coup de cœur, puis on va se plaindre parce qu'on est aussi un peu français et donc chauvin. Non, c'est un coup de cœur pour le prix Nobel de chimie qui a été attribué pour la première fois à un binôme féminin, dont une Française, Emmanuelle Charpentier, qui est une très grande chercheuse, qui est chercheuse à l'Institut Max Planck de Berlin. Et ces deux chercheuses ont mis au point une technique qu'on peut résumer comme étant les ciseaux génétiques, qui permet, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un spécialiste de la question, de découper l'ADN et de pouvoir très facilement, beaucoup plus facilement qu'auparavant, travailler sur le génome. Et c'est intéressant parce que ces recherches sont très concrètes, puisqu'aujourd'hui même, on parle beaucoup du Covid, les ciseaux génétiques permettent de développer des tests de diagnostic du Covid, justement en allant couper le génome du virus et puis effectivement remplacer un certain nombre de cellules pour vérifier que vous êtes positif ou pas. Alors c'est une très grande découverte qui a quasiment 10 ans, qui fait l'objet d'ailleurs d'un contentieux international en termes de brevets, parce qu'il y a un chercheur chinois et la Chine est très très active, mais on voit bien l'enjeu et l'influence que peut avoir ce genre de découverte sur les années à venir. Le point un peu négatif, c'est que c'est une chercheuse qui a fait toutes ses études en France, et de très brillantes études, et puis qui est ensuite partie à l'étranger. Elle a fait à peu près tous les pays pour travailler, à part le sien, à part la France. Et je note d'ailleurs qu'en 2012, elle voulait absolument revenir à Paris pour des raisons familiales, qu'elle a posé une candidature à l'Institut Pasteur et que l'Institut Pasteur ne l'a pas recrutée. Alors, c'est pas la faute de l'Institut Pasteur, c'est comme ça, c'est la vie, on fait des choix puis on les assume. Mais je trouve que ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que un institut comme l'Institut Pasteur ne peut pas recruter ce genre de chercheuses, et qu'est-ce qui amène ces femmes, ces hommes qui sont des trésors nationaux vivants de notre pays à aller travailler à l'étranger. Voilà. Il y a une question financière, il y a une question financière et de moyens, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de leur recherche qu'il n'y a pas aujourd'hui. Vous avez raison, mais pas que, puisque finalement quand on voit son parcours, il y a un moment où elle avait fait le choix de venir travailler en France, ciblé un laboratoire et qu'on ne l'a pas recruté. Ce qu'elle met aussi en avant, effectivement, c'est les moyens qu'on dédie à ces recherches. On dédie dans les laboratoires. Il y a potentiellement deux explications. L'une, c'est qu'il peut y avoir une erreur de recrutement. C'est d'être passé à côté de la perle rare et de pas s'en être rendu compte. Plus fondamentalement, parce qu'elle était quand même partie avant à l'étranger, il y a un vrai problème de financement de la recherche en France, et c'est un sujet majeur pour l'avenir. Et il y a notamment dans ce problème un grand problème, surtout quand on essaye de faire revenir en France, ou venir en France d'ailleurs des étrangers, qui est que c'est très compliqué, c'est très administratif pratiquement pour avoir les validations par le CNRS, par l'INSERM, par tous les organismes qui prennent en charge. Ça prend parfois 1 an ou 1 an et demi. Donc on part avec pour courir le 100 mètres avec des boulets aux pieds. Voilà. Ouais, bon. Alors on passe après. Mathieu. Oui, moi c'est un coup de gueule contre la nouvelle polémique liée au SUV. C'est les véhicules. Exactement, ce sont des véhicules qui sont un petit peu plus confortables pour certains, qui sont surtout un peu surélevés. On appelle ça des sport utility véhicules et qui sont un peu plus lourds, mais pas tous. Et au fait, ce que je n'aime pas, c'est la caricature de montrer tout à coup l'ennemi. L'ennemi, ce sont les SUV, avec toutes les erreurs que font les Français et certains écologistes depuis des années. Première erreur, c'est
on trouve un terme qui s'appelle SUV, mais derrière ce terme SUV, en réalité, il y a toute une catégorie de véhicules qui n'ont rien à voir. Alors, je vais en citer quelques-uns, désolé sur la publicité, mais quand on met dans le même sac le Renault Captur ou le Peugeot 2008 avec des grosses allemandes qui n'ont absolument aucun lien entre eux, tout à coup, on a l'impression... Pourquoi ils n'ont aucun lien entre eux ? Parce qu'il y en a certaines, par exemple, je prends la Renault Captur, elle ne consomme pas plus qu'une Renault Clio. Et elle pèse infiniment plus, mais de façon très très fine par rapport à son homologue qui est la Renault Clio. Quand je prends des grosses cylindrées allemandes, bien sûr qu'elles ont une consommation et un poids qui est nettement supérieur. Et donc, on a l'impression que le propriétaire du Peugeot 2008 ou du Renault Captur pollue autant que celui qui a un gros cylindré allemand, alors que derrière, en réalité, il n'y a absolument aucun lien. Ouais. Deuxième élément qui est important, en fait, c'est que on stigmatise aussi un mode de vie. Pourquoi aujourd'hui, il y a une partie de la population qui achète des véhicules plus gros, notamment des SUV? Pour deux raisons qui sont des raisons sociales. Il y a beaucoup plus de familles monoparentales qui ont besoin de plus d'espace parce qu'à un moment donné, le week-end, ils vont se retrouver avec plus d'enfants et donc il faut bien les déplacer. Et puis, il y a des normes aussi. Pas pour aller dans Paris. Hein. Et pas pour aller dans Paris. mais au fait, villes, oui, mais on a le sentiment que derrière ça, c'est uniquement la caricature du gros qui pollue, du gros trumpiste qui pollue à Paris. Et en réalité, ça recoupe des éléments qui sont très différents. Et conclusion que je voudrais avoir, je pense que si on veut faire la transition écologique, que les Français appellent de leur vœu. Un, il ne faut pas stigmatiser. Et deux, il faut en finir avec cette écologie punitive. Moi, je pensais que la taxe carbone avait permis de comprendre que de prendre les Français à rebrousse-poil en les stigmatisant, ça ne marche pas. Si on veut que les Français prennent moins la voiture, il faut créer des alternatives. Des billets de train qui sont moins chers pour les familles, des moyens de transport qui existent à Paris dans la Grande Couronne, des TER qui fonctionnent, plutôt que de montrer du doigt ce qui est aujourd'hui une évidence pour des Français. Oui. Non, je voyais Nicolas Corato qui hochait la tête. Moi j'applaudis le plaidoyer, c'est brillant. Après, je pense qu'il y a aussi un sujet qui touche le marché, c'est-à-dire que moi je suis quand même très surpris de voir cette course à l'obésité des véhicules. C'est-à-dire que les véhicules sont de plus en plus gros, peut-être de plus en plus lourds pour certains, vous nuanciez. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup plus de place à l'intérieur. Pour moi, pour en utiliser quelques-uns, parce que je suis un Parisien bobo islamo-gauchiste, donc je prends des véhicules de location pour aller à la campagne. Donc j'ai souvent des SUV. Je les trouve de plus en plus gros, de plus en plus consommateurs, et j'ai pas plus l'impression de plus avoir d'espace. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une question d'offre. C'est-à-dire que on peut pas quand même continuer, et il y a un moment où ce sujet devient politique. Alors je suis d'accord, peut-être que c'est pas la stigmatisation ou la taxation du consommateur qui est la bonne solution, mais il y a quand même une question de la régulation de l'offre. On peut pas continuer avec les alertes que nous avons sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Il pollue pas, puisqu'on vous dit que ça pollue pas. Oui, mais enfin, pardon, entre la grosse voiture que j'ai louée cette année pour les vacances et la petite voiture que j'ai louée il y a 10 ans, je mettais mes 3 enfants de la même manière dans les 2 voitures, et j'ai quand même l'impression qu'il y en avait une qui avait 2 fois le volume de la précédente. Donc on voit bien qu'il y a eu une course quand même, peut-être au confort, mais également... Effectivement, il y a des SUV qui polluent beaucoup plus. Et peut-être à la sécurité. Mais il y a quand même une histoire de régulation de l'offre qu'il faudrait poser sur la table. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est comment faire en sorte que ça ne tombe pas nécessairement sur le consommateur, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette course effrénée à l'obésité et à la grosse bagnole? Il faut aussi qu'on réfléchisse à ça de manière citoyenne et de manière collective. Les constructeurs ont un double langage. Le premier qui est de dire, regardez, on fait des progrès formidables parce qu'on arrive à baisser la consommation, on arrive à baisser le poids de base, etc. Et dans le même temps, ils développent des modèles de plus en plus gros. Alors, ils répondent à une demande, mais ils la créent aussi à travers leur modèle, la publicité, etc. On a l'impression que tous les progrès passent en réalité dans l'augmentation du poids et de la consommation, et que donc on ne progresse pas. Mais Christine Bouillot, c'est vrai que les SUV, je crois, les ventes ont progressé été multipliées par 7, donc ça veut dire qu'il y a 4 voitures vendues sur 10 en France sont des SUV. Après, il y a ce qu'on dit moi aussi, c'est les véhicules qui sont les plus vendus sont les utilitaires, qui sont franchement beaucoup plus commercialisés aujourd'hui que la voiture individuelle, puisqu'on reste encore sur un marché de l'occasion qui est quand même aujourd'hui très actif comparé au marché des véhicules neufs. Alors après, moi
je rejoins ce qui a été dit sur la liberté individuelle. Je pense que de vouloir interdire, le mot interdit, je crois que les gens ont de plus en plus, ça devient un repoussoir à toute initiative. Donc à partir de là, si on leur explique pas qu'un SUV peut être, je sais pas, dans tous les cas qu'il est contre-productif en matière environnementale, c'est vrai que les gens sont quand même pas idiots. Ils regardent aussi le ratio entre se faire plaisir. Que je sache, la Dacia, qui est un véhicule, le Duster, qui est un des véhicules les plus vendus aujourd'hui, c'est un véhicule qui est pas cher, c'est un SUV. Et aujourd'hui, si on dit aux Français, vous avez les moyens de vous l'acheter, mais c'est pas bien parce que ça pollue la planète, il y a un moment donné, ils vont plus comprendre ce qu'on leur demande de faire. Hein. Donc c'est tout le discours autour de l'environnement qui est nécessaire, mais la façon dont il est abordé aujourd'hui, je pense qu'on va au-devant d'une forme de rejet massif de mesures qui sont super efficaces à l'arrivée si tout le monde les applique véritablement avec des moyens qui sont mis au bout. Oui, c'est effectivement la réaction souvent des gens. Nous, on a voulu organiser avec Juliette Trouillou-Foll, à qui je rends hommage, qui nous prépare les émissions, un débat la semaine prochaine avec le WWF pour débattre de ce sujet. Ils ont refusé le débat. Ils n'ont pas voulu venir en disant non, on débat pas face à 40 millions d'automobilistes ou à Auto Plus. On refuse ce débat alors que je pense qu'il est mauvais de laisser la chaise vide et de venir expliquer les choses, expliquer leur enquête. Donc c'est voilà, c'est un coup de gueule qui a fait réagir Mathieu Chesne. Christine, vous aussi vous aviez un coup de gueule. Alors oui, c'est plutôt une interrogation massive. J'ai encore écouté Monsieur Dupond-Moretti, ministre et garde des Sceaux, ce matin chez des confrères, au sujet de l'utilisation de l'armée. Je m'interroge sur la façon dont les militaires aujourd'hui sont perçus ou comment eux perçoivent ce qu'on attend d'eux, en dehors bien sûr des interventions en dehors du sol français. Parce que Éric Dupond-Moretti propose, comme l'ont fait beaucoup d'autres avant, la solution de l'armée pour régler la délinquance des mineurs et des jeunes adultes, en expliquant que l'armée aujourd'hui a déjà un dispositif qui permet d'intégrer des jeunes déshérités, de les former, de leur donner une qualification, de leur faire passer le permis de conduire, en gros de les insérer. Et donc il travaille actuellement avec la ministre des Armées pour voir comment le ministère de la Justice peut s'imbriquer dans ce dispositif. Techniquement, explique-t-il, c'est un petit peu compliqué. Alors je rappelle quand même qu'il existe les centres d'éducation, centres éducatifs fermés, qui sont réservés aux mineurs délinquants. Ce sont des centres qui comprennent entre 8 et 10, il y en a plus d'une cinquantaine en France aujourd'hui, dans lesquels sont placés ces jeunes et sont hyper encadrés. Je crois que le taux d'encadrement d'adultes par rapport aux jeunes est nettement supérieur. Ce qui m'amène à la réflexion suivante. Remettons le service militaire, puisque tout le monde voudrait tellement remettre l'armée et la rigueur de l'armée partout, à tous les niveaux. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, à chaque fois, nous fait sourire, parce qu'on se dit, mais pourquoi a-t-on enlevé le service militaire dont tout le monde est si nostalgique dans la rigueur, dans la façon d'apprendre à être et à faire nation. Et aujourd'hui aussi, c'est la vraie question, c'est comment va-t-on enfin arriver à régler la justice des mineurs délinquants? Quelles solutions on peut apporter? Est-ce que c'est en amont? Est-ce que c'est en aval? Est-ce que c'est dans la répression? Donc on voit effectivement qu'à chaque fois on ressort les mêmes recettes, mais on n'a pas forcément la solution, à moins que on donne de vrais moyens au monde éducatif pour s'occuper des jeunes dès les premiers signaux d'alerte en termes de jeu d'érable dans la société. Voilà. Alors, effectivement, je crois que vous avez posé la bonne question. On s'est pas rendu compte en 95, quand on a décidé de supprimer le service national, des effets que ça aurait de manière induite et progressive sur la cohésion nationale et sur l'intégration d'un certain nombre de jeunes qui ne l'ont pas été par l'école, mais qui étaient, entre guillemets, récupérés ou intégrés grâce au service national. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vouloir recréer le service national, l'armée s'est organisée autrement, on ne va pas recréer les casernes, on ne va pas rouvrir, et puis pour leur faire quoi donc ça relève, à mon avis, plus... Rappelons quand même qu'il y a le service civique, tout à fait, on les envoie dans des casernes quand même, donc c'est les militaires qui s'en occupent. Donc par tous les moyens, on y revient quand même un tout petit peu. On essaye de trouver des palliatifs, si je puis dire, mais je pense qu'effectivement, ça relève plus, comme vous l'avez dit, de l'organisation parallèlement à l'éducation nationale ou au sein de l'éducation nationale
d'un suivi et d'un accompagnement de ce qu'on appelle les décrocheurs et de mesures individuelles. Il faut savoir que, et puis peut-être aussi c'est un chantier énorme. C'est un chantier énorme parce que ça implique aussi des traitements psychologiques et qui sont extrêmement lourds et forcément individuels. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais c'est plus dans cette voie-là que je pense qu'il faut aller que dans l'idée. J'ai bien compris que c'était une remarque de recréer le service national parce que. Il y a un téléphone. Oui, Mathieu. Oui, non, concernant le service militaire. On sait qu'il ne reviendra pas. Il reviendra pas. Quelle que soit sa forme, mais qu'est-ce que montrent différentes études? C'est que des gens qui n'ont rien à voir et qui partagent une expérience commune. Nourrissent entre eux un sentiment de familiarité et de sympathie qui est amélioré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, être français, pour beaucoup de gens, ça ne veut rien dire. Mais si tout à coup on les plonge dans un environnement dans lequel ils sont soumis à une autorité, dans lequel ils partagent des expériences de vie avec d'autres gens qui ne leur ressemblent pas et qui pourtant sont français comme eux, à ce moment-là, tout à coup, on trouve peut-être une solution qui n'est pas la solution unique, mais une solution à ce creuset de vivre ensemble dont on parle depuis des années. Ouais. Et je pense qu'effectivement, pour revenir sur ce que disait Éric Julie, on a peut-être oublié, en supprimant le service national dans les années 95, que le service national avait une vocation pour assurer la sécurité du pays, mais avait surtout une vocation pour rassembler des gens qui, finalement, ne se retrouvaient quasiment jamais. Et c'est aujourd'hui ce qu'on constate dans nos sociétés françaises multifracturées. Cédric nous dit, bonne idée, apprenons à des bombes à retardement à maîtriser des armes de guerre, bonne idée. Alors le point, c'est que l'idée, c'est pas de remettre le service militaire, hein. C'est de s'apercevoir quand même 20 ans ou 25 ans après combien le fonctionnement intrinsèque de l'armée aujourd'hui rend nostalgique toute une partie des décideurs pour essayer de régler un problème avec sa propre jeunesse. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Bien sûr que l'armée s'est organisée autrement, que ses missions sont beaucoup plus ciblées, qu'elle s'est professionnalisée, mais remarquez quand même qu'elle intervient dans beaucoup de domaines qui sont quand même en marge de ce pourquoi elle est constituée aujourd'hui. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis fasciné par ce réflexe et inquiet par ce réflexe français qui consiste à, quand tout se dérobe, de se tourner vers l'armée. On a un réflexe de se tourner vers les militaires. Le général de Villiers, qui draine un certain nombre de fanatiques derrière lui, qui sont très l'homme providentiel. Alors on a le général Boulanger au 19e siècle, Monsieur de Villiers au 21e. L'ordre, les sondages, Mathieu Cheng. Quand on lutte contre un virus, on n'arrive pas à lutter contre un virus, nos hôpitaux, on appelle l'armée. On a un problème de délinquance, le ministre de la Justice qui est quand même en charge des centres d'éducation fermés. Une bonne dictature militaire. Se tourne vers les militaires. Non, mais on a l'impression qu'effectivement, l'armée peut tout résoudre. Le seul corps d'État qui fonctionnerait en France et qui aurait un niveau d'efficacité optimal, quand dans la vision de nos élus politiques, c'est l'armée. Ça m'inquiète énormément sur leur vision quand même des forces de l'État. Hein. Allez, petite pause et on revient dans un instant et on va parler de la gestion de l'épidémie du coronavirus par le président de la République. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Dans un instant, le coup de gueule d'Éric Julie. Moi, je voulais... c'est un coup de colère, c'est plus qu'un coup de gueule. C'est Farid Beniatou, l'ancien émir des Buttes-Chaumont, qui s'est repenti, qui se dit repenti et qui reconnaît sa responsabilité dans la radicalisation des frères Kouachi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur ? Il a présenté ses excuses aux victimes. Je trouve ça assez formidable. Et alors, double coup de colère avec Mediapart qui dit ce qui n'empêche pas certains de vouloir le voir parmi les accusés. C'est-à-dire que le fait qu'il se soit excusé l'exonérerait de sa responsabilité. C'est assez abject. Voilà. Je voulais vous faire partager ce coup de colère. Alors, Éric Julie, vous, c'est un coup de gueule. Non, mais après ça, j'ose plus parler. Parce que ce dont je vais parler reste secondaire par rapport à ce que vous venez de rappeler. En fait, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un coup de blues. Dans la mesure où je suis extrêmement interrogatif sur la communication du gouvernement, et hier soir du président de la République, mais du gouvernement en général, sur justement l'épidémie et sur la manière dont on la traite. Alors je comprends d'abord, évidemment, il faut poser que c'est très compliqué et que c'est évidemment assez facile de critiquer. C'est pour ça que je suis plus dans le blues que dans la critique ou dans le coup de gueule. C'est difficile. Je soutiens, a priori, bien que n'étant pas spécialiste, la démarche du gouvernement qui est d'être
pragmatique et d'essayer de trouver un équilibre entre les contraintes qu'on impose pour des raisons sanitaires et la liberté du commerce et de l'industrie, si je puis dire, l'activité, et le souci de maintenir l'activité. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça arrive à des choses, à des situations extrêmement compliquées, où on vous dit le jeudi soir, alors qui se traduisent par des décisions que personne n'arrive à comprendre, dans un calendrier que personne n'arrive à comprendre. La semaine dernière, le jeudi soir, le ministre a dit on verra dimanche. Et puis dimanche, on a dit je vous annoncerai ça lundi. Et puis lundi, personne ne savait ce qu'il fallait faire. On ne savait pas si c'était les bars et les restaurants. Puis après, on a dit c'est pour l'Île-de-France. Mais là, hier, on nous a dit ça va être aussi... Attendez donc ce soir, vous en aurez de nouvelles pour de nouvelles villes. Ça aboutit à deux choses. D'abord, je pense que ça, même si je comprends cette démarche des pragmatiques, finalement, ça aboutit à décrédibiliser l'action publique. Parce qu'on se dit, ils gèrent rien, ils sont en permanence dans l'improvisation. Ça aboutit à rendre extrêmement compliqué les choses. Les bars qui sont ouverts, les bars qui sont pas ouverts. Si vous avez un restaurant, vous pouvez ouvrir un bar, mais si vous n'avez pas de restaurant, vous pouvez pas ouvrir un bar. Or, les règles, il faut qu'elles soient simples et compréhensibles. Souvenez-vous de ce qui se passait pour le masque à une période où tous les 2 jours, on ajoutait à Paris une liste de rues où il fallait porter le masque. Plus personne. Et alors, comme on ne sait pas, finalement, on n'applique pas. Voilà. Donc ça, c'est le risque majeur. Et puis ça crée globalement ces annonces à répétition, un espèce de climat anxiogène qui, à mon avis, n'est pas efficace en termes de prévention, parce que les gens finissent par ne plus écouter ou par considérer que, puisque de toute façon personne ne sait exactement ce qu'il faut faire, autant faire ce qui leur convient. Donc, je trouve qu'il faudrait que le gouvernement ait une communication beaucoup plus stable, beaucoup plus et crédible. Dernier exemple. Mais est-ce que c'est possible? Dernier exemple. On nous explique que la contagion, le délai, c'est 14 jours. On interdit. 7 jours. On ferme les bars pour 15 jours. Ça veut dire que par avance, on annonce qu'on va avoir à prolonger, parce que au bout de 14 jours, on n'aura pas visible les effets des 14 jours de Je vois qu'à l'étranger, c'est 30 jours d'emblée. C'est des choses comme ça qui pourraient donner une lisibilité, une crédibilité plus importante à la communication du gouvernement. Oui. Mathieu, vous voulez... Oui, non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des injonctions contradictoires de la part du gouvernement, qui ne sont malheureusement pas que liées à lui, qui sont liées à une situation qui est par nature évolutive. Là où je pense que le gouvernement a échoué, c'est à donner en amont la grille d'analyse qui lui ferait prendre des mesures. Et au fait, quand on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé en fonction d'une évolution de paramètres, du coup, on a le sentiment que ça navigue à vue. En réalité, ce qui aurait été plus efficace pendant l'été, c'est de dire exactement quel protocole serait suivi en fonction de l'évolution de la pandémie. Deuxième difficulté, c'est que je pense qu'en réalité, la communication ne devrait plus être nationale. On voit l'échec d'une communication centralisée qui cherche à s'appliquer dans chaque territoire. Il devrait y avoir des directives nationales et je pense qu'en réalité, la responsabilité devrait être une responsabilité régionale. Oui. Les mesures à Marseille auraient été, je pense, plus efficaces si elles avaient été édictées par le président de région, le maire, en toute responsabilité. Oui, Christine Bouillot, mais juste un mot sur Samia Ghali qui dit le Covid à Marseille n'est pas le même qu'à Paris. Petit astérix, ça impose d'avoir des responsables régionaux qui soient précisément responsables. Alors on revote, on refait le... On va attendre un peu. Pardon, Christine. Mais Valérie, ce qui est assez drôle, ce qui est assez étonnant, en tous les cas, la petite musique, et vous allez voir qu'elle va augmenter, c'est ce clivage Paris-Province qui se double d'une campagne électorale sur fond de Covid. Donc c'est assez symptomatique, parce que tout le monde aujourd'hui commence à dire laissez les régions, laissez les territoires faire, ce qui est fait d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui il y a des règles nationales qui sont édictées et ensuite localement vous avez les préfets qui réunissent tous les acteurs du coin et qui disent voilà, on va fermer les gymnases, les piscines. Et ce qui donne quand même quelque chose de très drôle et encore plus problématique, quand je dis drôle, c'est une façon de parler évidemment, qui est assez symptomatique de notre, on va dire, découverte du confinement, des confinements à géométrie et à géométrie variable, c'est que par exemple les arrêtés préfectoraux
sont retoqués par les tribunaux administratifs localement. Donc c'est pour ça que, par exemple, vous rouvrez les salles de sport qui avaient été fermées, par exemple, du côté de Rennes ou du côté de Toulouse, mais qu'elles sont fermées en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine, donc de manière locale. Et ce qui rajoute, j'allais dire, du pataquès à la confusion. Et au final, ce sont tous ceux qui sont aux manettes des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui doivent trouver des organisations afin de faire respecter les gestes barrières. Parce que rappelons quand même qu'il y a des amendes au bout. Donc tout ça, et que derrière, on sauve des vies. Mais est-ce que le vrai problème aujourd'hui pour le gouvernement, c'est d'en fait d'essayer de pas reconfiner? Regardez l'Italie, ils décident de remettre le masque partout pour 30 jours. Il y a des décisions qui sont prises qui sont radicales dans certaines villes. Est-ce que le gouvernement essaye finalement de ménager, de ne pas avoir des décisions aussi brutales, ou est-ce que hier soir c'était on va dire le premier signal envoyé d'un possible tour de vis un peu plus généralisé? C'est possible. Moi, la vraie question que je me pose à chaque fois que je rencontre des médecins, c'est: vos hôpitaux, nos cliniques, nos hôpitaux sont-ils prêts à absorber, on va dire, un flux de malades Covid et non Covid? Visiblement, la réponse est non, puisqu'on déclenche des plans blancs. Plan blanc veut dire on déprogramme des opérations, on met des hôpitaux sous tension, ça veut dire qu'on commence à déprogrammer 20% des opérations. Donc ça veut dire que la crise aujourd'hui est très loin d'être terminée et que le gouvernement essaye encore de piloter une situation qui est extrêmement complexe, parce que le virus circulerait différemment d'une région à une autre, peut-être, on l'a vu lors de la première vague, mais ça se joue à 10 jours entre une région et une autre. Donc finalement, on embraye derrière. Il va y avoir Lyon aujourd'hui, il va y avoir Lille. A priori Toulouse, hier soir on a appris par le maire de Toulouse que Toulouse, on devrait échapper. Donc tout ça fait... Tout ça est absolument ravageur en termes de messages sanitaires, parce qu'en fait derrière vous avez des injonctions, vous avez des professionnels de la restauration qui ne comprennent pas cette punition, vous avez des fêtes sauvages qui sont organisées de plus en plus, vous avez des fêtes étudiantes qui ont eu lieu, vous avez des contaminations dans le cercle privé. C'est dans des secteurs comme ça qu'aujourd'hui il y a des contaminations, mais les hôpitaux sont-ils prêts? C'est la vraie question. Visiblement pas, puisque le plan blanc fait appel à des soignants en tout cas à Paris, d'autres régions. Nicolas Corato. Je suis d'accord et je partage le blues d'Éric Julie sur la communication. On est tous un peu en deuil. Communication et action. C'est-à-dire que vous avez raison la communication traduit une incapacité ou une inaptitude ou une hésitation. C'est aussi parce qu'on communique très mal qu'on ne peut pas agir collectivement. Parce que plus c'est compliqué, plus il faut simplifier la partition. D'abord, il y a trop de notes dans cette histoire et il y a trop d'instrumentistes. Il y a trop de gens qui parlent et on parle avec beaucoup trop de données. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Finalement, la seule chose, parce qu'on est dans le déni total, je crois que vos confrères du Figaro parlent de tabou concernant le reconfinement. On est dans le déni total. La seule donnée qui vaille, c'est pas les taux d'incidence, c'est pas le nombre de tests, c'est le nombre c'est le nombre de réanimations, de lits qui sont disponibles dans nos hôpitaux et qui posent la question de l'action publique pour faire en sorte que ce nombre de lits augmente ou suive de manière responsable la crise pandémique. Et il est très clair, et je pense que les pouvoirs publics devraient le dire très clairement, que le jour où ces lits ne seront plus suffisants pour accueillir les malades, il faudra se poser la question du reconfinement. Malgré le choc économique, et on va peut-être pas être d'accord avec Eric, malgré tout cela, mais au moins le dire que cet horizon, il n'est pas tabou. On est dans le déni total. Cet horizon, il est possible. C'est une hypothèse qui peut se révéler. Sur le reconfinement, vous parliez du tabou, mais je pense qu'on est dans une sorte de reconfinement qui ne dira jamais son nom. Absolument. Parce que le jour où vous pouvez continuer à travailler, mais uniquement en télétravail, qui est en train de se dessiner avec des directives de plus en plus lourdes pour imposer le télétravail dans les zones très tendues. Le jour où vous pouvez sortir, mais vous pouvez plus aller dans les bars, vous pouvez plus forcément sortir, faire de sorties culturelles. Le jour où il n'y a pas de confinement, mais où on se rend compte que dans les collèges, les écoles, de plus en plus, il y a des fermetures, même si là je trouve que c'est assez mesuré, assez équilibré. C'est un confinement qui ne dit pas son nom. Et à la limite, pourquoi pas? En revanche, quand on parle de tabou, les enquêtes témoignent que les Français, à une majorité, environ 3/4 seraient prêts à un reconfinement de 2 semaines. Donc ils ne sont pas contre. La seule difficulté, c'est que quand je dis qu'il y a 75%, ça veut dire qu'il y a une minorité aujourd'hui qui est résolument contre. Or, à partir du moment où il y a une dissension, où il n'y a plus de consensus sur une question du confinement, et que vous confinez, mais que vous voyez une partie de la population à vos fenêtres qui ne se confine pas,
ça casse la norme sociale et ça veut dire que d'une certaine manière l'autorité n'existe plus. Je parlais d'un tabou chez nos dirigeants, pas dans la population. Pas dans la population. La question du reconfinement en fait se pose pas comme elle s'est posée comme s'est posée la question du confinement au mois de mars dernier. D'abord parce que les usines se sont organisées et que je pense pas qu'on arrêterait tout. Bon, seulement effectivement, on peut arriver à une situation où on dise on est autorisé dans certains cas à aller travailler, on est autorisé à aller faire ses courses parce que tout est organisé pour, mais on a fermé les bars, on a fermé peut-être même les restaurants, on a fermé les lieux culturels, et donc on est dans un semi-confinement. Oui, là, on se promène dans la rue. Il reste une semaine et c'est les vacances de la Toussaint. Oui, c'est ça. Il y a les vacances de la Toussaint qui arrivent. Mais donc, 12 millions d'élèves, 3 millions ou 6 millions, je ne sais plus, de personnel de l'éducation nationale, des gens qui ne devraient plus sortir, en tous les cas moins bouger. Pendant 15 jours. Et surtout pendant 15 jours, donc ça va. Ou bouger, ou aller d'une région à une autre. Au contraire, bouger d'une région à une autre. La SNCF fait tout pour essayer de faire venir ses clients. Voilà, donc c'est la difficulté. Et puis vous avez les professionnels du tourisme là qui tirent la langue parce qu'ils voient arriver les vacances de la Toussaint avec des taux de réservation qui sont proches d'un moins 60%, donc c'est colossal. Et que dire des vacances de fin d'année, parce que là, j'ai hâte des débats et des décisions qui vont être prises pour dire aux Français ce qu'ils doivent faire pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Juste la grosse angoisse. La grosse angoisse de plein de parents, c'est de savoir est-ce qu'ils vont confier leurs enfants, parce qu'eux continuent à travailler, est-ce qu'ils confient les enfants aux grands-parents avec l'inquiétude de se dire est-ce que je fais une bêtise ou pas. Et ça, c'est ce qui inquiète beaucoup de parents. Mais à la différence, on parlait des pays étrangers, de l'Espagne par exemple, où ils sont particulièrement à Madrid dans une situation très compliquée. Dans d'autres endroits, les restaurants respectent exactement, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les restaurants, mais moi ce que je vois depuis 3-4 jours, c'est des terrasses de café qui continuent à être à touche-touche. C'est ce que nous racontait Gilles Gansman, des assiettes de saucissons et de chips à 7h du matin pour dire non, on fait aussi restaurant, et il n'y a aucun contrôle. Et dans le protocole... Parce que, comme le disait Eric, la règle n'est pas claire. Mais bien sûr. Moi, je pense que même les professionnels n'ont pas compris la règle. Par exemple, on s'est gargarisé effectivement du fait qu'on allait désormais prendre les noms des convives. Mais c'est exactement ce qu'on avait dit au mois de mai. Oui. Quand on a rouvert les restaurants, qui avait duré 3 jours. Vous savez ce que nous a dit un restaurateur hier, qu'il avait eu beaucoup de Batman et de Superman comme clients. C'est-à-dire que les gens, au nom de leur liberté, ne veulent pas laisser leurs coordonnées. Donc là aussi, on est dans des mesures qui ne fonctionneront peut-être pas forcément. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier soir à Herblay dans le Val d'Oise. 2 policiers de l'APJ de Cergy-Pontoise qui étaient en civil, qui étaient garés pour une mission de surveillance, ont été agressés par 3 personnes. On ne sait pas vraiment pourquoi. 3 personnes qui se sont emparées des armes des policiers et qui leur ont tiré dessus, quasiment à bout portant avant de prendre la fuite. Un des policiers est dans un état extrêmement grave. Le ministre de l'Intérieur s'y est rendu ce matin. Il s'est exprimé sur Twitter en évidemment assurant son soutien total aux policiers qui ont été attaqués, en dénonçant une violence inouïe. Le syndicat Alliance, évidemment, a fait part de son inquiétude. Nous sommes très inquiets par rapport à l'état de santé de nos collègues. Et c'est vrai que des situations comme celle-ci, malheureusement, se reproduisent et existent de plus en plus souvent. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Mathieu ? Oui, alors ce qui est terrible là, d'abord, c'est qu'on parle de crise d'autorité avec une police et une justice qui n'est pas jugée au niveau de la menace, mais là, c'est la police qui est frontalement attaquée. Alors même si on ne connaît pas les circonstances exactes, ce qui est certain, c'est que le fait pour les policiers en civil d'avoir expliqué qu'ils étaient policiers n'a pas été une condition suffisante pour éviter de se faire tirer dessus. Ce qui signifie une chose, à minima, c'est que la police, aux yeux de malfaiteurs, mais aussi aux yeux de la population française, de plus en plus, est faible. Oui. Et qu'est-ce que fait une population quand ceux qui sont censés la protéger deviennent des cibles ? À cet égard, moi je trouve que la réaction du ministre de l'Intérieur n'est pas satisfaisante. Alors, c'est pas à moi de donner des satisfecits, mais en l'occurrence, il est dans un champ émotionnel et un champ, j'ai envie de dire, de commentaires. Il parle d'une violence inouïe. Il explique que ses collègues ont été victimes d'un guet-apens.
mais il ne dit pas que de toute manière les malfaiteurs sont repris. Et d'une certaine manière, on a un sentiment d'impuissance face à un ministre de l'Intérieur qui est dans le commentaire. Et je crois que les Français ne veulent plus du commentaire, ils veulent d'une main de la police et ils veulent du glaive de la justice qui sanctionne très durement. Oui, c'est Thibault de Montbrial qui sera tout à l'heure l'invité d'André Berkoff à midi qui a tweeté: si ça avait été l'inverse, c'était breaking news, indignation, marche blanche, émeute. Nicolas Corato, je pense que vous voulez non, mais c'est d'abord c'est toujours compliqué de réagir à chaud sur des faits qui sont décrits de manière assez sommaire. Mais le fait est là, c'est... Là, on a 3 types qui ont tiré sur des flics. Donc, oui. Si je veux être un peu trivial... On connaît mal les circonstances. Je dis pas que ça explique quoi que ce soit. Vous pensez que les policiers sont jetés sur ces gens Non, mais je pense que c'est toujours intéressant de connaître l'exact. Oui, absolument, vous avez raison. Dans ces faits. Il n'empêche qu'il y a 2 policiers qui se sont fait tirer dessus et dont l'un est aujourd'hui entre la vie et la mort, si j'ai bien compris. Ce qui pose quand même énormément de questions. Et quand on se représente non pas la scène, mais le principe même d'aller voler l'arme sur le corps même du policier pour lui tirer dessus, on voit effectivement qu'il y a un échelon qui est franchi dans l'échelle de la violence et du non-consentement à l'autorité, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est passé dans le genre de scène qui ressemble au Far West et plus à un état de droit ou un état où la police est légitime. Il y a quand même un sujet plus global. Alors moi j'ai des statistiques pour les gendarmes, mais elles s'approchent pour les policiers. La moitié des gendarmes blessés en opération le sont par agression. Et c'est un chiffre, c'est une statistique qui ne cesse de monter. On observe la même tendance chez les policiers. Ça pose énormément de questions, y compris sur les moyens qu'on donne aux policiers. C'est pour ça que moi les circonstances m'intéressent. Que faisaient ces 2 officiers de police en civil, peut-être sans renfort derrière. Il y a toute une... On le voit quand on interroge les policiers. Les opérations sont de plus en plus différées parce qu'il n'y a pas suffisamment de soutien logistique opérationnel pour certaines missions. Et donc ça pose aussi quand même cruellement la question des moyens. Au-delà de la question de la répression qu'il faut appliquer de manière la plus stricte possible. Oui, mais poser la question des moyens, c'est évacuer aussi c'est pas la question de la responsabilité. On n'évacue pas la question de la responsabilité, pas du tout. Et de l'agressivité et de la défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Malheureusement, ça n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois que des voyous tireront sur des policiers. Non mais regardez, il y a eu des violences ce week-end à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Des pompiers sont rassemblés pour dénoncer l'insécurité. Ce soir-là, ils ont été caillassés à coups de boules de pétanque alors qu'ils intervenaient pour éteindre des véhicules en feu incendiés par des hommes cagoulés. Et les pompiers ont dénoncé une volonté de tuer. Là, il y a une volonté de tuer. On en est là. Je pose la question des moyens. On n'est pas arrivé. On n'a pas suffisamment renforcé les moyens de la police depuis 2007, on le sait. Et puis on n'est pas arrivé non plus à aller au bout de ces territoires qui sont sortis de la République et qui sont devenus des zones de non-droit. Moi, quand je parle des moyens, je ne parle pas que des moyens policiers. Je préférerais, moi, et c'est un peu démago ce que je vais dire, et populiste, mais je me le permets, que les inspecteurs des impôts travaillent un peu plus sur les comptes fiscaux des gens qui organisent les trafics dans les cités, qui en ont fait des territoires exclus de la République, plutôt que d'aller compter les serviettes dans les restaurants. Oui. Moi, je pense que ça aussi, c'est une question de politique publique. Et qu'on sait aussi que c'est parfois comme ça qu'on démantèle des réseaux. Pas uniquement en envoyant au front des pompiers et des policiers qui sont, à mon sens, mal protégés et mal équipés. Oui, enfin là, s'ils étaient en observation, ils étaient en planque, visiblement, ils ont été repérés et ils se sont fait tabasser, quoi. Et c'est le comportement global. Éric Julie, après Christine. Effectivement, vous avez cité l'exemple des pompiers, c'est-à-dire que là, c'est, si j'ose dire, la quintessence de la violence, et enfin, on peut toujours inventer plus. N'oublions pas quand même ces jeunes qui avaient mis le feu à des voitures de police et qui avaient pour brûler des policiers. Donc c'est pas complètement nouveau, mais on voit que ça se généralise et que les pompiers, même les médecins, ont parfois du mal ou les infirmiers, les ambulances ont du mal à intervenir dans un certain nombre de zones. Donc il y a d'une part un défi à l'autorité qui est évident, et d'autre part il y a un manque de respect, enfin de perte complètement de valeur de la vie humaine. C'est-à-dire que on peut comprendre, pas justifier mais expliquer qu'un malfaiteur qui s'enfuit tire sur les gens qui le poursuivent. Là, ils leur ont pris leur pistolet. Ils n'ont donc
entre guillemets, aucune raison. Aucune de tirer. Donc, on en est à un refus absolu de l'autorité, de la police, des pompiers, des infirmiers. Ça pose le problème de la Mais ça fait 20 ans que ça dure. Enfin, ça s'aggrave. Ça fait 20 ans que ça dure, mais je me souviens, et je le répète de temps en temps, une émission que j'avais faite au tout début sur LCI en 2000 d'un pompier qui était venu nous raconter à l'époque qu'il n'arrivait plus à intervenir, un pompier vétérinaire. C'était la mode des singes magots. Et les types lâchaient les singes, appelaient les pompiers. Quand les pompiers venaient, ils se mettaient en embuscade et ils tailladaient les lances à incendie et ils les caillaient. C'était en 2000. Qu'est-ce qu'on a attendu? Christine Bouillot, vous a pas entendu? Alors, qu'est-ce qu'on a entendu? Moi, ça fait 25 ans que je sillonne les terrains, que ce soit les cités ou la campagne. Je dirais que la violence, elle atteint aussi les campagnes aujourd'hui, puisque le problème aussi de la délinquance et que l'on subit, que la population subit, que les élus subissent et que les différents gouvernements tentent de bricoler derrière, c'est aussi la question des trafics qui sont derrière. À partir du moment où vous avez des trafics qui génèrent plus en chiffre d'affaires que l'économie réelle, c'est bien difficile de lutter avec un seau pour éteindre un incendie d'une forêt. Donc ça, c'est bien compliqué pour les élus. Revenons sur aussi ce que fait actuellement Gérald Darmanin. Bon, qu'il dénonce et qu'il aille au soutien de ses policiers, je dirais que c'est le minimum syndical de la part du ministre. Que peut-il faire de plus pour l'instant? Pas grand-chose. Mais on voit là pour l'instant, depuis qu'il a été nommé, alors ça tombe bien, puisque demain déboule à Toulouse le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale, le joli triptyque, enfin le quatuor qui va annoncer notamment des moyens supplémentaires pour la police, parce que on va dire entre l'augmentation de la population, et ça doit être la même chose à Paris, c'est la même chose dans toutes les grandes villes, eh bien, on va dire les effectifs de sécurité ont été inversement proportionnels à l'augmentation de la population. Donc, il y a un moment donné, effectivement, la présence, la dissuasion, on le voit bien, un truc tout bête, quand vous êtes sur la route et qu'il y a un gendarme, vous levez le pied, vous allez à la vitesse autorisée. Bon, à partir du moment où il n'y a plus de possibilité de circuler, de sillonner les rues, d'assurer une présence, de rassurer les uns et de prévenir les autres qu'il peut y avoir des sanctions, et à partir de là, vous laissez le champ libre à la loi du plus fort. Donc aujourd'hui, on paye des décisions qui ont été prises il y a très longtemps, qu'il va falloir recolmater, mais la difficulté, c'est qu'il y a, comme la nature a horreur du vide, il y a d'autres qui se sont installés, et la présence policière, quand elle est là, ou la présence de la gendarmerie, ou des autorités que sont les institutions, les médecins, les pompiers, etc., ça dérange. Donc forcément, ils ne sont pas bien accueillis, ça c'est sûr. Lisez Maurice Berger, pédopsychiatre, psychanalyste spécialisé dans la prise en charge des enfants et adolescents violents, sur la violence gratuite en France. C'est un problème aussi d'éducation de ces enfants qui ne connaissent pas, de ces ados, de ces jeunes qui ne connaissent pas la douleur, qui ne connaissent pas l'empathie, qui ne comprennent pas, qui sont totalement... pardon. Oui, alors je préférerais qu'on s'attaque à ça, Valérie, plutôt que de lire encore ce matin qu'une députée de La République En Marche veut interdire la présence des mineurs dans les corridas. Voilà. Combien il y a de gens qui vont voir des corridas? Je pense pas beaucoup. Sur 67 millions d'habitants. Alors le nombre de mineurs, c'est partiel, mais aller débattre et faire une loi là-dessus, n'a-t-on pas d'autre chose à faire? Moi, c'est vraiment des choses qui m'interpellent. Voilà. Mathieu, vous disiez... Non, juste effectivement, vous aviez raison. Maurice Berger disait qu'il y a toute une partie très minoritaire, mais d'une population qui n'arrive même plus à décrypter chez autrui les émotions, la peur, l'angoisse. Et donc, quand il n'y a plus d'empathie, on devient un monstre pour l'autre. Mais ça fait 20 ans qu'il alerte aussi, Maurice Berger. Donc voilà. Merci à tous les quatre. Merci à vous dans un instant. Donc c'est André Berkoff qui sera là et qui reçoit Thibaut de Montbrial. Merci à vous. Merci.